Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Getinge? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce déjà cette affaire-là. Donc, Yetung, quoi? Qu'est-ce qu'on dit encore? Qu'est-ce qu'ils disent ici? Oh, non, je ne peux pas prononcer ça. Non, ça suffit là, c'est bon. Bref, je vais le dire en français. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Getinge? Ok? Donc, voilà. Maintenant, si ça se dit, si ça se prononce autrement, excusez-moi, d'accord? C'est une compagnie suédoise, ok? On va aller rapidement ici. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives, puis autre chose derrière, ok? Donc, je vous laisse aller voir le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, revenus ici, stabilité ou croissance des revenus. Ici, on va se dire qu'on a une... Alors, on a une croissance des revenus. Si on regarde sur cette période aussi, sur les 10 dernières années, on a plutôt une stabilité. OK? Donc, c'est assez correct déjà ce qu'on voit. Maintenant, en termes, les grosses variations ici, il faudrait aller regarder, est-ce qu'on n'a pas vendu un segment d'activité? Est-ce que le Covid n'est pas passé par là, etc. Donc, on voit ici qu'on a le segment ici, Healthcare, Equipment and Supply, donc les vendeurs ici d'instruments médicaux. D'accord? Donc, c'est un secteur que j'aime bien. Donc, est-ce qu'on a un pricing power? Est-ce qu'on arrive à maintenir les marges stables ou croissantes? Donc, on a plutôt une stabilité des marges. Je sais qu'on a, voilà, les dernières années, c'est un peu compliqué, mais voilà, on reste avec à peu près une stabilité des marges. OK? Maintenant, quand je dis les dernières années, c'est assez compliqué. Il n'y a même rien d'exceptionnel ici. C'est plutôt stable comme marge. OK? Faites attention, les volumes ici semblent être très élevés, mais pourtant, c'est presque rien du tout. D'accord? Maintenant, les marges sont à peu près aux alentours ici, en moyenne, on a aux alentours de 45% par là. Maintenant, il faut comparer ça avec les EBITDA. Est-ce que les EBITDA sont plutôt stables? Est-ce qu'on a une décroissance? On vérifie. Alors, ici également, on a plutôt une stabilité. Donc, je vais regarder ça ici. OK. Donc, on a plutôt, les derniers mois ici, on est à 15%. Vérifiez toujours pourquoi est-ce que ça diminue sur les derniers mois. D'accord, les derniers mois à partir à peu près du juin, enfin la dernière année, parce que le trimestre ici s'arrête en juin 2023, donc depuis juin 2022 ici, on a des bénéfices, des marges EBITDA de moins en moins élevées. Toujours aller vérifier, sans doute ça va également dans le même sens que les marges brutes. Ok, donc il est important d'aller vérifier pourquoi. Et ce n'est pas également la première fois, donc ça peut être dû ici à l'augmentation des coûts de production. Donc toujours aller vérifier. Maintenant, net income et free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage déjà en termes de volume? OK, free cash flow, on va vérifier. Voilà. Alors, ça nous donne quoi ici? Net income et free cash flow. Les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. OK, je pense même qu'on parle à peu près le même langage. En doute ici à cette période, ça doit être un élément exceptionnel parce que quand on normalise les résultats, normalise, OK, on va le mettre ici en yearly. OK, on va mettre ça en yearly. On fait ça. Voilà, et on ferme cette partie. Est-ce qu'on a à peu près les mêmes informations? Non, les free cash flow sont plus stables que les net income ici. Je pense que cette année-ci, on avait perdu de l'argent de point de vue bénéfice net, mais en réalité, point de vue free cash flow, on n'en a pas perdu. OK, donc il faut toujours aller vérifier pourquoi, mais on semble avoir une certaine stabilité des free cash flow. OK, mais je pense que quand on regarde également ici, ça a tendance à peu près à aller dans le même sens, hein, parce que quand on regarde les margins ici, on normalise. Ça nous donne combien? Alors, on met la médiane, on aura à peu près aux alentours de 8% par là. Sur les 10 dernières années, ça sera 6,74. Sur les 20 dernières années, on sera aux alentours de 8%. Entre 2015 et 2019, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les bénéfices nets étaient moins élevés à cette période-là? On se rend compte que c'était moins élevé, mais quand vous regardez les free cash flow, on a eu tendance à avoir le même niveau de bénéfices nets. OK, faites attention. Donc, peut-être qu'ici, on a peut-être pris des charges exceptionnelles ici. OK, donc toujours aller vérifier. Donc, dans tous les cas de figure, est-ce que les analystes s'attendent à peu près à une croissance à des marges aux alentours de 8, 9, 10% pour les années à venir, histoire de voir si on reste à peu près sur la même tendance ici. On voit à peu près qu'on est sur les 7, 8, on monte même à 11, 12% ici. D'accord? Donc, c'est intéressant. Donc, ici, on s'attend du 11% pour les années à venir. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Donc, Getinge, OK. Voilà, on vérifie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme information? On voit quand même que voilà, c'est du 50-50. Les prévisions sur 2 ans ne sont pas aussi exceptionnelles que ça. Donc, il faut déjà faire attention à ces prévisions-là. Donc, si les prévisions ne sont pas exceptionnelles, déjà, les multiples qu'on va utiliser, il faut être prudent avec. OK, parce que c'est un business qui est peut-être assez imprévisible ici. OK, donc, il faut déjà aller vérifier qu'est-ce qu'elle fait. Sur les 4 dernières années, ça va.
mais il faut toujours aller vérifier ici. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que entre 2013 et 2018 ici, la plupart du temps, les analystes se trompaient sur les prévisions en fin d'année, d'accord? Donc, il faut faire attention. Uniquement depuis 4 ans que ça va. Donc, pas trop confiance en termes par rapport aux éléments quantitatifs que j'ai, faites attention. Parce que si je lis les rapports financiers ici, que c'est une industrie qui me parle à peu près et que j'arrive à voir la taille du marché, où est-ce qu'elle se positionne, etc., je peux peut-être avoir un avis assez différent par rapport aux prévisions futures. Mais pour le moment, ici, c'est vraiment 50-50. Donc, il faut faire attention. Vous constatez également que c'est un business qui a tendance à s'échanger ici à 17 fois les bénéfices sur les dernières années. Donc, en moyenne, 17 fois les bénéfices à prendre en considération avec la dette également. Si on prend à peu près les 5 dernières années ici, qu'est-ce qu'on aura? Quand je dis 5 dernières années ici, c'est à partir de 2018 ici. Donc, 2018, on constate quoi ici? On va mettre ça à ce niveau-ci. Donc, on a à peu près aux alentours de 15 fois les bénéfices sur les dernières années. Donc, je pourrais également aller vérifier ici au niveau de Yahoo Finance. Qu'est-ce qu'on a? Pas Yahoo Finance, mais Coifin, Price. OK. Price to earning, 12 derniers mois, ça donne quoi? Je mets la médiane. Et je rappelle que c'est un rendement. Je ne vais pas revenir dessus. Ici, je vois 20 fois les bénéfices. OK? Sur 20 fois les bénéfices ici, on s'interroge. Sur les next 12 months ici, qu'est-ce que ça donne? En prenant en considération les prévisions futures, vous voyez ce qu'on a plutôt aux alentours de 17 fois les bénéfices. OK? Donc, quand vous prenez les 12 derniers mois ici, s'il y a des bénéfices nets qui sont moins élevés que d'habitude, on aura tendance à avoir de mauvaises informations. Par exemple, vous vous rendez compte, entre 2016 et 2018 ici, vous avez vu ici que les bénéfices nets étaient de moins en moins élevés. Techniquement, ça va vous donner des PER très élevés. OK, faites attention, il faut normaliser ces PER. Généralement, quand on veut les normaliser, on prend en considération les prévisions futures qui sont généralement ici, qui ne prennent pas en considération les variations exceptionnelles. OK, donc faites attention ici. Donc, 17 fois, sur les 10 dernières années, c'est 17 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 20 fois les bénéfices. Donc, on obtient que 17, 15 fois les bénéfices par là. Donc, on sait qu'on ne va jamais utiliser un seul PER. Donc, je vais prendre 17 fois les bénéfices ici. OK, faire simple. 17 fois les bénéfices. OK, 17. Et là, en termes de free cash flow, c'est un business qui a tendance à avoir des bénéfices nets plutôt stables. OK? Je vais prendre ces free cash flow-ci et je vais à peu près les normaliser. OK? Qu'est-ce que ça nous donne à peu près? Je pense que c'est la couronne suédoise, c'est comme ça qu'on appelle ça. 2 milliards 260, je normalise. Si on a plus que ça, tant mieux. Normalement, je ne devrais pas normaliser ici, je ne devrais pas en considération les prévisions futures, mais j'essaie de me protéger ici par rapport à mon ignorance sur ce business-ci. OK, je vois ici que les bénéfices nets ne sont pas si stables que ça, sauf sur les dernières années. On a connu une année exceptionnelle ici. Peut-être qu'ici, on aura tendance à avoir un certain ralentissement. Dans tous les cas de figure, on aura ici plusieurs hypothèses. OK, donc on normalise les résultats ici. 2 milliards 6, enfin à peu près, on a combien ici? 2 milliards 260. Multiplié par 2,26, ça donne quoi? 38 milliards 42, toujours en couronne suédoise. Maintenant, je vérifie ici le nombre d'actions. Est-ce qu'on a un nombre d'actions qui est stable ou bien croissant? On a une croissance du nombre d'actions. Je n'aime pas ça. Pourquoi est-ce qu'on a une croissance du nombre d'actions? Est-ce qu'on a fait une acquisition ici sur laquelle on a été obligé d'émettre de nouvelles actions? Peut-être. Peut-être. Toujours aller vérifier parce que je vois ici que ça correspond à l'augmentation du nombre d'actions. Vous voyez sur à peu près cette période-ci. Non, je pense même pas. Hein. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et après, ce logiciel, je ne vais pas vous donner toutes les informations, mais toujours aller vérifier. On peut également voir le revenu ici. Il y a quelque chose qui s'est passé à cette période-ci. Donc, je sais que si cette compagnie-ci m'intéresse, il va falloir que j'aille regarder les résultats financiers ici de 2016. Pour les comparer à ceux de 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a vendu un segment d'activité ou des choses comme ça? Et quand on vend un segment d'activité, est-ce qu'on va diluer le capital? OK? Est-ce qu'on avait une énorme dette? Donc, on va vérifier la dette nette ici. Dette nette ici. Donc, on a émis un nombre d'actions. C'est bizarre. Même pas que c'est bizarre, ça peut être très lié ici. D'accord? On regarde. C'est pour ça que j'aime bien regarder tout ensemble. Regardez, le nombre d'actions augmente à ce niveau-ci. Je vais juste mettre ça en yearly. On voit ici que le point d'inflexion, c'est là. Le nombre d'actions augmente, la dette diminue. Donc, peut-être on a augmenté le nombre d'actions ici pour pouvoir repayer un certain niveau de dette. Et en termes de dette nette sur EBITDA, est-ce que si on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 5 ici, peut-être que ce n'était pas nécessaire de le faire. Mais là, on voit que le volume de dette nette est assez élevé ici. Donc, je pense même que ça, c'est une erreur. Je vais le mettre ça en yearly pour faire simple. Voilà. On est plutôt aux alentours ici des... Voilà, 2,7 fois. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette compagnie-ci pour que le niveau d'endettement, pour qu'on émette de nouvelles actions? Parce que si l'entreprise a jugé nécessaire d'émettre de nouvelles actions ici pour pouvoir repayer la dette
Peut-être qu'elle pourra le faire dans le futur également. Donc, il faut faire attention ici. Donc, je questionne déjà la politique d'allocation du capital à ce niveau-ci. Je n'aime pas ça. OK? Donc, toujours aller vérifier pourquoi est-ce que la dette a diminué à partir de 2017. Pourquoi est-ce que le nombre d'actions a augmenté? OK? Donc, actuellement, il n'y a pas de dette, il y a plutôt du cash net en date d'aujourd'hui, donc c'est également assez correct. Maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? C'est un business qui peut se négocier à 17 fois les bénéfices. OK? On a pris déjà ici en considération, on a normalisé les résultats ici. Donc, si on normalise les résultats, ça peut à peu près 38 milliards 42, divisé par le nombre d'actions actuellement, en date d'aujourd'hui. On a combien en termes de nombre d'actions? On a quelque chose aux alentours ici de 2 milliards 700, 200, non, même pas 2 milliards, 272 millions. Je mets 273, ça pas pour faire simple. Divisé ici par 0.273, ça donne ici au total 140 couronnes suédoises. Donc, on va se dire limite correctement évalué. C'est sûr qu'on a une différence ici, mais dites-vous que j'ai normalisé les résultats. Aujourd'hui, on a des résultats plus élevés. En termes de prévisions futures, on s'attend à quelque chose de plus élevé que ça. Si on reste à 15 fois les bénéfices, bah, on va se dire qu'on est limite correctement évalué. Donc, je pense que si j'étinge ici, on est correctement évalué. Maintenant, tout dépend du business. Peut-être qu'ici, on vend à peu près un produit qui sera de plus en plus demandé. Je n'en sais rien du tout. Je regarde juste les chiffres ici et voilà, c'est compliqué. OK, en termes ici de dividendes, ils ont les moyens de payer ce dividende-là. On a un bilan assez correct ici. Donc, on a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, il faut faire, c'est juste au niveau des prévisions ici, il faudrait juste faire attention à ces niveaux-là. Pour moi, je pense que on est juste correctement évalué en date d'aujourd'hui. OK, correctement évalué. Idéalement, c'est un business, si on le vend à 10 fois les bénéfices, aux alentours de $100, 100 couronnes suédois ici, ça pourrait être assez intéressant. Ça, je parle pour moi. Hein. Maintenant, comme je l'ai dit, ça sont les éléments quantitatifs. Il y a beaucoup de questions qu'on doit poser quand on va lire les rapports financiers. Et j'ai essayé à peu près, surtout la baisse des bénéfices, la diminution ici de la dette, l'augmentation ici du nombre d'actions à une certaine période, la diminution ici du revenu à partir d'une certaine période. On a un ensemble de questions à poser avant d'investir sur Getinge. Au-delà même de poser la question par rapport à la qualité du business ici. OK, donc qu'est-ce qu'ils font, géographie d'opération, perspective de croissance, différents compétiteurs, etc. OK, donc ce ne sont que des éléments quantitatifs, d'accord? Le quantitatif permet de poser les bonnes questions. Le qualitatif permet de faire parler les chiffres, ok? Donc, pour moi, Getinge ici, c'est une compagnie qui est à la limite correctement évaluée. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Merci.